19-18, une toute petite victoire pour Béziers devant Lourdes. 21 mai 1927, 22h, un bruit de moteur dans le ciel. Charles Lindbergh, le vainqueur de l'Atlantique. La mort pour Mireille Bressol après 67 jours de grève de la faim. Le Parti républicain, sans complexe, face à une négociation avec Jacques Chirac. Bonsoir. Avant de passer au développement de tous ces titres, et en particulier à la petite phrase de Valéry Giscard d'Estaing expliquant ce matin aux grands quotidiens régionaux qu'il ne désertera pas si la gauche gagne les prochaines élections législatives, je voudrais commencer ce journal par une des informations qui a retenu particulièrement notre attention aujourd'hui. La mort, après 67 jours de grève de la faim, d'une jeune femme de 32 ans, mère d'un petit garçon de 6 ans. Mireille Bressol avait décidé de ne plus s'alimenter pour obtenir sa réintégration dans l'administration hospitalière. Elle est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi. Philippe Gassot est allé enquêter sur place à Auxerre. Bien, nous sommes allés à plusieurs reprises et déjà depuis plusieurs semaines rencontrer les pouvoirs publics. Nous avons notamment demandé une entrevue à monsieur le préfet qui s'est refusé à recevoir une délégation des syndicats et des partis politiques. Lors d'une entrevue également à la préfecture, j'ai sollicité moi-même le directeur du cabinet du préfet pour que nous puissions avoir dans les plus brefs délais, compte tenu de la préoccupation que nous avions de l'état de santé de Mireille Bressol, une entrevue immédiate pour trouver ensemble une solution humaine au problème Bressol. En fait, il y a eu également une situation de non-recevoir. Le maire d'Auxerre a été sollicité à plusieurs reprises. Personnellement, j'ai téléphoné à son secrétariat et là également, nous avons eu une situation identique, à savoir un désintéressement flagrant des autorités en place et des pouvoirs publics. Monsieur le directeur, une femme de 36 ans est morte de faim. Est-ce une victime de l'administration? Je ne le crois pas. Je crois que l'administration lui a proposé de reprendre sa place dans le personnel hospitalier à plusieurs reprises. Elle n'a malheureusement pas accepté cette solution. Elle ne l'a accepté qu'en dernier ressort, et c'est tout à fait regrettable. Pensez-vous qu'il y ait quelque part une responsabilité dans la mort de cette femme? C'est bien difficile à répondre. Je crois qu'il y a eu un entêtement de la part de Mireille Bressol à ne pas vouloir accepter les solutions proposées. Peut-être un encouragement à ne pas les accepter. Mais je ne pense pas que l'administration ait failli à sa tâche. Quand vous parlez d'encouragement, vous faites allusion au comité de soutien. Oui, enfin, les personnes qui l'entouraient. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a eu manipulation, mais il est certain qu'elle a dû forcément entendre et peut-être suivre les conseils des gens qui l'entouraient. Est-ce que vous croyez qu'elle ait accepté sa mort toute seule? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'elle, étant entourée par le corps médical, étant entourée par des amis, elle pensait que le moment venu, on pourrait intervenir et intervenir efficacement. C'est ici, dans cette église, que Mireille Bressol a commencé sa grève de la faim le 7 mars. C'est ici que de nombreux Auxerrois sont venus la voir et que s'est constitué le comité de soutien. Elle était là, derrière, dans la sacristie, et jour et nuit, des membres du comité de soutien la surveillaient son état de santé. Et c'est de là que sont parties toutes les nouvelles alarmantes sur son état de santé. Le comité de soutien tient à déclarer qu'il a pris en charge le soutien de Mireille Bressol une semaine après que Mireille Bressol ait décidé de faire la grève de la faim, car on était en face d'une femme traquée, désespérée, au bout du rouleau, et qui était abandonnée de tous. On pense que vous avez peut-être exploité cet incident. Et certains vont même plus loin en disant que sans vous,
Elle serait encore vivante. Nous disons, nous, que sans la lenteur de l'administration, sans son intransigeance, Mireille Bressol serait encore vivante. En effet, on a été auprès d'elle jour et nuit, on a averti les autorités régulièrement de son affaiblissement, de l'aggravation de son état de santé. Ils n'ont pas voulu en tenir compte. On ne se sent pas du tout responsable de la mort de Mireille Bressol. Les responsabilités sont ailleurs. Parlons du soutien médical. Un médecin suivait l'état de santé de Mireille Bressol quotidiennement. Comment se fait-il que ce médecin n'ait pas décelé l'état critique de la patiente? Un cabinet de médecins a accepté de suivre régulièrement Mireille Bressol, un cabinet de 4 médecins de la ville, auquel nous avons recommandé de préconiser l'hospitalisation, d'ordonner l'hospitalisation dès que l'état de santé de Mireille Bressol s'en ferait sentir. Il semble que ça a été fait trop tard. Nous pensons que ça a été fait trop tard, malgré de nombreuses demandes du comité qui s'apercevait bien de l'affaiblissement de Mireille Bressol, de son état de santé de plus en plus grave. Pour sa part, Jean-Pierre Soisson, en tant que maire d'Auxerre, a déclaré ce matin à Fréjus qu'il déplorait ce drame. Je ne crois pas, a-t-il dit, qu'une autre solution administrative aurait pu intervenir. Il a exprimé son souci de voir l'administration se sentir davantage au service des citoyens. L'actualité politique maintenant, avec donc la fin du congrès du parti républicain, ex-républicain indépendant à Fréjus. Quelques rayons de soleil timides sont venus éclairer les dernières heures de ces journées giscardiennes, commencées sous la tempête. J'entends la vraie tempête, l'orage qui gronde et le vent mauvais. À retenir donc de ces dernières journées la présentation de l'équipe qui va diriger le nouveau parti républicain. Une équipe jeune, une équipe sans vedette. Les noms de Michel Poniatowski et de Jacques Dominati ne figurent plus sur la liste des responsables du parti. Un homme en flèche tout de même, Jean-Pierre Soisson, qui va quitter le secrétariat à la jeunesse et au sport pour mieux se consacrer à sa nouvelle tâche. Il est maintenant secrétaire général du parti républicain. C'est lui qui a adressé cet après-midi le bilan de ces journées de Fréjus en commentant en particulier les relations du parti républicain et du RPR de Jacques Chirac. J'ai également indiqué que je souhaitais dans un premier temps la détente, que cette détente me paraît devoir s'instaurer, qu'ensuite suivra l'entente, d'indiquer les étapes de cette entente. Bien évidemment, la majorité ne saurait être une simple coalition électorale. Bien évidemment, elle devra trouver son unité sur quelques principes qui fondent un accord profond. Mais je n'ajouterai rien ce matin à ce que j'ai dit, et je souhaite de tout mon cœur que la majorité puisse trouver l'entente nécessaire avant la fin de l'année. Entente, détente sont deux mots qu'on a souvent entendus pendant ces journées à Fréjus, Noël Copin. Oui, ce n'est sans doute pas encore l'entente, comme l'a dit M. Soisson lui-même, c'est peut-être un premier pas vers la détente, et c'est ce que l'on peut peut-être penser à la fin d'une semaine qui, dans la majorité, a été marquée par d'assez nombreux événements. L'appel de M. Chirac proposant son pacte majoritaire, le congrès de ce qui est maintenant le Parti des Républicains, et puis ce matin, l'interview du président de la République, publiée dans un certain nombre de quotidiens de province. Ces signes de détente, eh bien, les centristes et les giscardiens ont répondu à l'appel de M. Chirac, même si leur réponse comporte pas mal de nuances, nous en reparlerons. Et le président de la République lui-même se réjouit dans l'interview dont on parlait de voir que l'idée de pacte majoritaire, dont il revendique d'ailleurs la paternité, progresse au sein de la majorité. Cependant, il y a quand même une divergence importante. Cette divergence porte sur la conception du rôle du Premier ministre dans la bataille électorale et, au-delà du rôle du Premier ministre, sur la conception du rôle du président de la République lui-même. Pour M. Soisson, M. Barre est le chef naturel et institutionnel de la majorité. Les centristes de M. Le Canuet s'expriment de façon un peu différente, mais l'idée finalement est à peu de choses près la même. Et M. Giscard d'Estaing, lui, a très nettement confirmé M. Barre dans son rôle de leader de la majorité. Tel n'est pas le point de vue de M. Chirac. Celui-ci l'a dit mercredi soir, ici même, au cours d'une interview. Je résume rapidement ses propos. Le général de Gaulle et Georges Pompidou s'engageaient, eux, à fond dans une campagne législative et ils pouvaient de ce fait déléguer leur pouvoir à leur Premier ministre pour organiser cette campagne. Mais toujours, selon M. Chirac, M. Giscard d'Estaing, lui, ne s'engage pas à fond, ou en tout cas ne tire pas toutes les conséquences de son engagement puisqu'il envisage de rester, même si la gauche l'emporte. Et là, je cite M. Chirac, le président de la République ne peut donc déléguer au Premier ministre un pouvoir qu'il a renoncé à exercer lui-même. Dans l'interview, M. Giscard d'Estaing, sans citer M. Chirac, en fait, lui répond. Il réaffirme d'abord qu'il restera président quoi qu'il arrive, et c'est là qu'il y a ce mot fort que vous citiez tout à l'heure, je ne déserterai pas, mais il ajoute aussitôt, on peut à la fois s'engager à remplir ses fonctions
et en même temps d'écrire aux Français le bon choix pour eux et pour la France. Ajoutons qu'au-delà de l'affrontement électoral, M. Giscard d'Estaing souligne que son but est de travailler à réaliser l'unité française qu'il n'a pas pu, dit-il, réaliser après son élection présidentielle. Si la nomination de Jean-Pierre Soisson à la tête du nouveau parti républicain ne souffre aucune contestation, on peut se demander par contre si l'élection la semaine dernière de Jean-Jacques Servan-Schreiber à la présidence du parti radical n'a pas été truquée. C'est du moins ce qu'affirment les journalistes de Sud Radio depuis hier soir. Plus de 200 délégués fantômes auraient participé à ce congrès radical qui a vu la victoire de JJSS sur Edgar Faure. Une affaire à suivre. À l'étranger, l'Espagne d'abord. Toujours aucune nouvelle de M. Ibarra, un industriel, ancien maire de Bilbao, enlevé hier matin par un commando d'une des branches de l'ETA, l'organisation nationaliste basque. Par contre, importante déclaration du gouvernement espagnol hier soir à Madrid. En prêchant le retour au calme au Pays basque pour la période qui précède les élections, le gouvernement espagnol, pour la première fois, a parlé des problèmes des peuples espagnols, reconnaissant par là même la diversité des régions qui composent le pays, donc la particularité du Pays basque. Et joignant le geste à la parole, M. Suarez a décidé toute une série de mesures de grâce, dont l'expulsion de 5 des 6 condamnés à mort de Burgos. D'autres prisonniers pourraient bénéficier de ces mesures s'ils acceptent d'être bannis, mais il n'y aura pas d'amnistie totale en Espagne avant les élections législatives du 15 juin. Détente dans les relations entre les États-Unis et Cuba. Après 17 ans de crise pour les deux pays, finalement, si l'un et l'autre des deux pays, qui sont très proches par la distance, mais très éloignés par l'organisation politique et économique, si l'un et l'autre des deux pays n'ont pas vraiment changé de politique, au fil des jours, quand même, il semble qu'un rapprochement puisse se produire. Après les basketteurs, les industriels, avant les diplomates, voici des touristes américains qui débarquent à Cuba. Jean-Michel Lelio était là. Pour la première fois depuis 17 ans, un bateau américain ayant à son bord 400 touristes qui sont partis de la Nouvelle-Orléans fait son apparition dans le port de la Havane. L'événement est important. Il faut rappeler que les deux pays n'entretenaient plus de relations diplomatiques depuis 1960 et que de nombreuses crises émaillèrent cette période de 17 ans. L'affaire des fusées soviétiques entre Kennedy et Khrouchtchev qui faillit déclencher une guerre mondiale, la baie des cochons lorsque des mercenaires entraînés par la CIA tentèrent de débarquer et surtout l'impitoyable blocus américain interdisant tout échange avec Cuba. L'île des Caraïbes vécut ainsi grâce à l'Union soviétique qui lui fournit notamment la totalité de son pétrole annuel, 8 millions de tonnes. Depuis un mois, une ère nouvelle semble s'amorcer. Visite du sénateur McGovern et d'industriels américains emmenant avec eux une équipe de basket qui fut battue d'ailleurs par les Cubains. Il y a 3 jours, 60 professeurs d'universités américaines spécialisés dans l'étude des pays à régime socialiste débarquaient d'un avion des lignes régulières cubaines en provenance de Montréal. Et aujourd'hui, les touristes avec leur élégance vestimentaire légendaire, appareils photo en bandoulière, sont accueillis au son des rythmes cubains. Parmi les passagers, 2 hôtes de marque, le trompettiste de jazz Dizzy Gillespie, accompagné du pianiste Earl Hines. Ils donneront un concert gratuit devant le public cubain en soirée. La musique transcende tout, elle est au-dessus de tout, même de la politique ou de la religion. Heureux d'être à Cuba? Avez-vous déjà joué ici? C'est mon premier voyage à Cuba. Sur le plan politique, la commission sénatoriale américaine s'est prononcée il y a quelques jours par 10 voix contre 6 pour la levée partielle du blocus. Dans un long discours de 2 heures prononcé mardi soir devant l'Assemblée des agriculteurs cubains, le leader révolutionnaire n'a pas abordé le problème de politique étrangère et n'a lancé aucune attaque contre ce que l'on appelle communément ici l'impérialisme yankee. Il paraît donc désormais probable que les relations s'améliorent. Est-ce une détente provoquée par le président Carter? Est-ce une nécessité de l'économie cubaine? Nul ne peut encore se prononcer.
Concorde n'atterrira pas à New York ce week-end. Ce n'était pas prévu par Air France, mais pour plus de précautions, le juge fédéral a préféré le dire à haute et intelligible voix hier soir. Il a reporté à mardi prochain la date limite pour les autorités du port de New York pour faire appel de la décision concernant Concorde et qui devrait permettre à l'avion supersonique franco-britannique d'atterrir à l'aéroport Kennedy. Certains des Américains ne vont pas attendre mardi pour continuer à protester contre l'avenue de Concorde à New York. Et dès demain, ils organisent une nouvelle manifestation pour bloquer l'aéroport. Et je suis prêt à parier que certains d'entre eux participaient aujourd'hui aux nombreuses cérémonies qui ont marqué le 50e anniversaire de l'exploit de Lindbergh. Rappelez-vous, c'était le 21 mai 1927. Le Spirit of St. Louis, au Saint-Louis, atterrissait au Bourget. Pour la première fois, un homme, à bord d'un avion, avait réussi à rallier Paris en partant des États-Unis, et cela sans escale. Lindbergh avait réussi, beaucoup d'autres avant lui, pourtant, avaient échoué. 21 septembre 1926, Fonck, l'un des as de la guerre de 14, tente de faire la liaison États-Unis-France sur son Sikorsky. L'appareil s'élève, puis très vite, s'écrase en flammes. Peu après, l'Américain Byrd, accompagné de Naville et de Bennett, essaye d'enlever son Fokker d'un terrain lourd et mal exposé au vent. L'appareil est puissant mais mal lesté. Après un décollage difficile, l'avion perd de l'altitude et c'est l'impact. Les 3 pilotes seront sauvés. Chamberlain a la même chance. Au cours d'essais, durant lesquels on ne sait trop pourquoi il a embarqué à bord de son avion 2 petites filles, il détruit presque entièrement l'avant de son appareil dans un atterrissage rendu nécessaire par des vents contre lesquels ses moteurs s'avèrent impuissants. La tentative de Davis et de Wooster se termine, elle, dans un marécage. Les 2 pilotes seront tués. En France, le 8 mai 1927, c'est la fièvre. Nungesser et Colly s'apprêtent à traverser l'Atlantique. À 5h20, l'avion, arraché par le pilote en 46 secondes, s'élève et disparaît. On ne reverra jamais l'oiseau blanc. Alors que le bruit fait autour de la disparition de Nungesser et Colly est loin d'être apaisé, on annonce qu'un jeune inconnu est prêt à prendre l'air en Amérique. Il s'appelle Lindbergh. Il a 25 ans. Officier dans l'armée de l'air américaine, il est devenu pilote postal au-dessus du territoire des États-Unis. En raclant des fonds de tiroir, en empruntant de l'argent chez ses compatriotes de Saint-Louis, il a réussi à acquérir un monoplan de 225 chevaux équipé des instruments de bord les plus récents. Le 20 mai, à 7h52 heure américaine, le petit monoplan bourré jusqu'à la gueule de 2 tonnes d'essence se soulève après avoir rebondi 2 fois sur un terrain mou. Pendant 1 jour et demi, ce sera l'attente angoissée. À Paris, il n'y avait plus personne. Vous pensez que depuis 3 ou 4 jours, tout le monde était... On pensait, c'est assez singulier cette question que vous me posez, parce qu'on avait le sentiment que ce gosse, c'était un gosse qui allait arriver ici, allait réussir. On savait qu'il allait réussir, c'est formidable. Et tout le monde avait joué là-dessus. Mais au Bourget, on pouvait plus bouger, c'était terminé. Le Bourget tout entier était couvert, c'était une masse humaine incroyable. Et puis, il est arrivé. Alors, il est arrivé, bien entendu, heureusement, enfin, naturellement, c'était éclairé, bon, il a tout de même pu atterrir. Mais le problème, justement, ça a été d'essayer de maintenir malgré tout un cordon de police, c'était absolument impossible. Alors, on l'a foutu dans un hangar, on l'a caché, alors il y a un type qui n'a rien compris du tout, on l'a pris, on l'a foutu sur les épaules, et on l'a emmené à Miron-Éric, et il a embrassé un type qui n'y comprenait rien du tout. Alors on a su que c'était un journaliste de l'Herald Tribune. Finalement, celui que le gouvernement français a félicité, c'était pas Lindbergh. Ah, pas du tout. Et alors, comme ça se passait en français et que Miron-Éric ne comprenait pas un mot de français, il continuait à l'embrasser. Et pendant ce temps-là, Lindbergh, il était où? Eh bien, il était dans le hangar. Et alors, il y avait une grosse bagnole, il y avait une Packard. Bon, et hop, on l'a embarqué. À avenue de Président Wilson, on l'a embarqué à l'ambassade. Et Miron-Éric n'a rencontré Lindbergh que chez lui, qu'à l'ambassade. Miron-Éric, c'est l'ambassadeur des États-Unis. C'était l'ambassadeur des États-Unis avec son fils qui était chancelier. Légion d'honneur, décoration et distinction européenne, rien ne manquera à Charles Lindbergh. À son retour aux États-Unis, promu au grade de colonel, Lindbergh sera reçu comme le sont seulement les héros et les chefs d'État. Fin à Bastia aujourd'hui du congrès de l'Union nationale des jeunes avocats, une organisation professionnelle qui regroupe des avocats âgés de moins de 40 ans.
Ils ont parlé de leur profession, ils ont parlé de la justice. Paul Lefebvre, vous avez suivi les travaux de ce congrès. Oui, je vais citer tout de suite le président sortant, maître Bernard Cahen du bureau de Paris. Il a dit « Lorsque tout va bien, on cherche à se passer de l'avocat, mais lorsque tout va mal, il redevient tout de suite le premier contact du justiciable avec l'appareil de la justice. » Alors contact, ça veut dire toujours conseiller, mais ça veut dire souvent protecteur. En France, vous savez, la justice est pauvre, moins de 1% du budget général, et cette pauvreté, par exemple, il faut 1 mois et demi pour obtenir une copie de jugement, il faut des mois que le condamné passe parfois en prison pour obtenir un nouveau procès en appel, c'est-à-dire une deuxième possibilité de s'expliquer, de se défendre. Cette pauvreté étendue à tous les domaines débouche sur ce qu'il faut bien appeler des excès. Et pourtant, on est bien en train d'étudier une réforme du code pénal. Oui, ça c'est très important. Alors là, je fais une nouvelle citation, cette fois de maître Jean-Louis Cocuse, qui a beaucoup travaillé sur la question. Le code pénal est en réalité le véritable code des libertés publiques et surtout privées. Alors les jeunes avocats disent, à quoi sert de moderniser, d'humaniser des textes si on ne peut pas les appliquer faute de moyens? Si également on ne réforme pas le code de procédure pénale, c'est-à-dire, et là les puristes vont peut-être sauter sur leur siège, l'ensemble des règles que la police et le parquet doivent suivre pour respecter les libertés de chaque citoyen, même s'il est soupçonné. Alors les jeunes avocats poussent un cri d'alarme, attention à la génération du juge unique, les anciens disaient déjà 3 avis valent mieux qu'un, attention aussi à ce que le parquet, c'est-à-dire l'accusation, ne participe pas, comme dans certains tribunaux, au délibéré, alors que la défense n'y est pas, et puis attention aussi à la prolifération de ce qu'on pourrait appeler les justices parallèles, par exemple les commissions d'expulsion, la commission de retrait de permis de conduire. Ces organismes ont tendance de plus en plus, sous prétexte d'efficacité, qui n'est pas toujours démontré d'ailleurs, à échapper à l'examen et aux décisions, j'allais dire à la mesure du corps judiciaire. Enfin, les problèmes des rapports entre la justice et la police, c'est un problème assez délicat. Oui, cela, sans vouloir systématiquement dénigrer la police, que je ne veux pas faire, on constate que le juge d'instruction, par la force des choses, est trop dépendant de la police qui exécute les commissions régatoires, c'est-à-dire les enquêtes que le juge lui demande. Et on constate aussi que, faute de temps, les magistrats ne contrôlent pas d'aussi près que la loi l'indique les locaux et les actions de la police judiciaire. Alors en somme, les jeunes avocats à Bastia ont dit, devant le juge, l'accusation et la défense doivent avoir les mêmes droits et surtout le même poids, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci Paul Lefebvre. Le sport maintenant. En football, Manchester United a battu Liverpool cet après-midi dans la finale de la Coupe d'Angleterre devant 100 000 personnes à Wembley. Liverpool ne pourra pas réussir le triplé historique. Déjà champion d'Angleterre, il leur reste la finale de la Coupe d'Europe mercredi prochain en direct sur Antenne 2. En Allemagne fédérale, c'est l'adversaire de Liverpool dans cette Coupe d'Europe qui est devenu champion aujourd'hui en faisant match nul avec le Bayern de Munich. Il s'agit de Borussia Mönchengladbach. En France, je vous rappelle qu'il y a ce soir une journée complète du championnat de France de football première, deuxième et troisième division et que Nantes pourrait fort bien être sacré champion de France dès ce soir. Et puis en cyclisme, Martens vient de remporter la première étape du Tour d'Italie. Il y avait aussi du rugby à Colombes cet après-midi. Lourdes a été battue par Béziers. 18-19, Béziers a donc gagné avec un tout petit point d'avance. Béziers a eu très chaud, Roger Coudert. Oui, c'était une belle finale d'ailleurs, disputée entre 2 grandes équipes et qui semblait réglée par Hitchcock, le maître du suspense. C'était absolument fabuleux. D'ailleurs, on va voir des images tout de suite. Béziers joue en rouge et bleu, couleur habituelle, et Lourdes joue en blanc. Vous allez voir l'âpreté de cette rencontre, qui fut, je le rappelle, une très belle rencontre. Astre a fait cette remise en touche, il reprend la balle, il donne. Et tout de suite, c'est le contre. Regardez bien ce contre de 50 mètres par Bessouat qui reprend la balle, qui marque entre les poteaux. Lourdes ouvre le score à la 9e minute. L'essai est transformé, 6 pour Lourdes. La réplique ne se fait pas attendre. Une minute après, c'est Astre qui met encore le feu aux poudres. Martin, Astre reprend la balle, donne à Estève qui marque. En force, près des poteaux, l'essai transformé par Pestey, 6-6. Et Lourdes attaque. Et voici une opération remarquable, un drop de Bergesco, qu'on appelle une opération Verdun, directement la passe du demi-mêlée à l'arrière. Et Lourdes mène alors par 15 points parce que Bergesco a déjà réussi 2 pénalités. Cantoni a réussi une aussi miraculeuse et la mi-temps arrive sur le score de 18 pour Lourdes et 13 pour Béziers. La deuxième mi-temps, ça va être un pressing remarquable des avants-biterrois qui réussiront d'abord une pénalité par Cantoni, vous le verrez tout à l'heure, mais d'abord le pressing des avants. Regardez, c'est jouer la biterroise remarquable, rien à dire. On croit que l'essai va être marqué petit côté. Casamidjana est bloqué à la dernière seconde, notre arrive, mais ils ne passeront pas. Et Cantoni va réussir une première pénalité qui va porter le score à 18-16, toujours pour Lourdes. On croit que l'essai est marqué, mais il n'est pas marqué.
Et voici la première pénalité, la deuxième pénalité de Cantoni, qui porte le score à 19 pour Béziers, 18 pour Lourdes. Il en a déjà réussi une, Cantoni. Et ce sera alors les dernières minutes poignantes de Lourdes qui attaquera la main avec une sorte d'ivresse désespérée. On croit qu'il va y avoir un essai, mais le ballon avait roulé, vous l'avez vu, en ballon mort. Et l'essai de Rancourt ne sera pas accordé par l'arbitre, M. Rigol. Et encore Lourdes qui attaque, Laforgue, Caussade. Ils essaieront tout ce qu'on peut normalement essayer, et même anormalement essayer, mais ils ne passeront pas. Béziers ne cédera pas et gagnera cette finale par 19 à 18. On s'en souviendra, une belle et grande finale. Merci Roger Coudert. Et pour terminer ce journal, le sourire de Corinne Bauger, une petite fille qui vient de retrouver ses parents, petite fille qui vient de vivre une aventure un peu particulière. Elle a été kidnappée il y a 4 jours à la sortie de l'école à Drancy. Une rançon a été demandée, la rançon n'a pas été versée, c'est bien ça, monsieur Bauger. Et Corinne a été retrouvée la nuit dernière. Alors dans quelles circonstances ça s'est passé ? Bien voilà, en sortant de l'école, une voiture est arrêtée, a demandé que la petite aille revoir la directrice pour la rentrée d'école le lundi. Alors la petite est partie, à la dernière minute elle a voulu reculer, mais c'était trop tard, ils l'ont monté dans la voiture et c'est fini. Mais vous lui aviez jamais dit de faire attention à ce genre de... Si, il m'a monté jamais avec personne. Et pourquoi tu as accepté, Corinne, quand le monsieur t'a parlé? C'est un monsieur ou une dame? Une dame. C'était une dame qui t'a demandé de monter dans la voiture? Oui. Alors pourquoi t'es monté? Parce que la directrice, elle voulait m'appeler chez elle. Ah bon, et tu croyais que c'était la directrice? Oui. Et on t'avait jamais dit? On t'avait dit pourtant de faire attention? Oui. Comment ça s'est passé pendant ces jours où tu étais en dehors de la maison alors? Est-ce qu'on a été gentil avec toi? Oui. Mais seulement il n'y avait qu'une seule assiette. Il y avait une seule assiette. Tu as mangé pendant ces journées? Oui. Qu'est-ce que tu as mangé? T'en souviens pas? Des pommes de terre, Oui. avec des oignons et des tomates écrasées. Et c'était une grande pièce, l'endroit où tu étais? C'était quoi? Il n'y a qu'une seule pièce. Une seule pièce? Oui. Et c'était d'après toi dans une maison ou dans un immeuble, tu sais, non? Je sais pas, j'avais pas le droit de sortir dehors. T'as pu jouer avec la dame? Non. Comment elle était, la dame? Tu peux la décrire? Non. Tu t'en souviens pas? T'es content de retrouver tes parents, Massa? Oui. Et pour vous, monsieur Bauger, comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez eu un contact avec les ravisseurs? Oui. Le premier contact, je l'ai eu le mercredi matin à 9h05 exactement. Une dame m'a appelé, elle a appelé plutôt ma femme, parce que comme moi j'étais encore à la clinique, je viens de me faire opérer, et je devais sortir que le samedi. Et le docteur a trouvé que, vu mon travail que j'avais fait en comptabilité, qu'il pouvait me permettre de rentrer ce jour. Alors je suis rentré le mardi après-midi à 1h30 exactement. Alors ma fille a été prise le mardi soir à 4h30. Et le mercredi matin, on m'a téléphoné en m'appelant Madame Mauger. Non, j'ai dit c'est son mari. Elle a dit voilà, t'es le papa de Corinne? J'ai dit oui. Elle a dit vous savez qu'elle est enlevée? J'ai dit oui, automatiquement je le savais. Elle me dit alors vous savez que je vous demande une rançon de 10 millions. C'est pas beaucoup. Justement, non. C'est pas beaucoup, je veux dire, c'est par pas rapport à tous les rapports qu'on a connus ces derniers temps. Oui, c'est de l'ancien franc, alors automatiquement, c'est pas, vraiment pas beaucoup. Vous n'aviez pas reconnu la voix? Non, un genre de pied noir un peu. Vous avez des ennemis? Vous connaissez des ennemis, des gens qui vous en veulent? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Or, je ne sais pas. Vous pouviez donner cette rançon? Non, je n'ai absolument rien. Je viens de finir de payer mon fonds de commerce. Je n'ai pas de rançon. Alors finalement, la rançon n'a pas été versée? Si, elle a été versée. J'ai été voir le directeur de la banque, du Crédit Agricole à Blanc-Minil. Tout de suite, il m'a dit oui, d'accord, on te verse l'argent tout de suite. Il m'a donné l'argent. Mais aux ravisseurs? Les ravisseurs ont obtenu l'argent ou non? Le jeudi matin, c'est un homme qui m'a téléphoné en me disant alors qu'est-ce que vous faites? J'ai dit monsieur, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas pu tout mettre de côté, les banques sont fermées, tout, c'est pas possible pour l'instant, j'ai que 5 millions, mais j'ai de la famille qui va venir et qui va m'apporter de l'argent. Elle m'a dit bon, je te téléphonerai demain. Alors le vendredi matin, c'est la femme qui m'a rappelé cette fois-ci, en me disant alors... Il y avait donc un homme et une femme? Un homme et une femme. Alors elle me dit alors, vous avez l'argent? J'ai dit non, j'ai pas tout l'argent. Elle me dit combien que vous avez? J'ai dit j'ai 7 millions.
j'ai fait mes tiroirs caisse que j'ai fait dans mes 2 jours, là. J'ai 200 000 francs, ça fait 7 200 000. Elle me dit, votre fille a été tellement gentille avec moi, tellement douce, les 200 000 francs, je vous en fais cadeau. Elle a dit, alors, vous allez venir m'apporter les 7 millions. Rue... Oh là, je m'en rappelle déjà presque La porte plus. de Vanves. Non, il y en a une autre avant. Ah bon. Le Pays-Bas de Romainville. Pays-Bas de Romainville. Et finalement, la rançon, finalement, n'est jamais venue dans les mains des ravisseurs. Jamais. Jamais. D'après vous, on a la police a maintenant des éléments pour je ne peux pas vous dire. Identifier ces ravisseurs? Je ne peux pas vous dire. Bien. Je vous remercie, monsieur Lambauger. C'est Betty Duro qui vous présentera la dernière édition de notre journal, tout à fait en fin de soirée. Bonsoir.